Bonsoir à tous et bienvenue dans la surface de vérité. Ce soir, nous recevons un dinosaure de la scène politique nationale de par son expérience. Dans un contexte de tir groupé contre le Sénat, l'homme apporte un autre son de cloche au nom de la Constitution. Vite, il faut mettre en place cette institution, a-t-il déclaré avec conviction à la rentrée politique de son parti. Ismaël Ouedraogo, bonsoir. Aubin Guébré, bonsoir. Ismaël, nous recevons ce soir Soumane Touré, il est le secrétaire général du parti de l'indépendance, du travail et de la justice. Il faut savoir que Soumane Touré est un homme politique burkinabé au parcours atypique. Soumane Touré est de nos jours l'une des figures emblématiques de l'opposition politique. Avec son franc-parler, il fait partie donc du mouvement des refondateurs qui ne se reconnaissent du reste pas au chef de file de l'opposition politique. L'institution chef de file de l'opposition politique et dirige actuellement Zéphirin Diabré. Favorable donc à la mise en place, Aubin Guébré le disait tout à l'heure, donc mise en place du Sénat au Burkina. Soumane Touré, notre invité d'aujourd'hui, milite en faveur de la création d'un front républicain d'ici la fin de l'année au Burkina Faso pour la préservation des acquis démocratiques dans notre pays. Avec Soumane Touré, toutes les questions majeures de la vie nationale seront abordées. Un débat riche en perspectives, Aubin Guébré. Oui, Ismaël. Encore une fois, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions de l'occasion que vous nous donnez de donner des explications sur nos prises de position. Voilà, mais avant de rentrer dans le vif du sujet sur vos prises de position, justement, politiquement, vous êtes connu, oui, mais pour la jeune génération, professionnellement, ce n'est pas toujours évident. On doit reconnaître que vous avez été quand même l'un des cadres en assurance de la Haute-Volta, sinon le premier cadre, c'est bien ça? Oui, vous vous êtes bien informé et vous abordez peut-être un aspect de ma vie dont je n'aime pas beaucoup parler publiquement. Ah bon? Oui, oui, parce que ça me fait remonter beaucoup d'émotions. Effectivement, il faut se replacer dans le contexte de l'époque où on disait que nos pays étaient sous-développés parce que nous avons, comme un des facteurs, c'était l'absence de cadres dans tous les domaines. Et j'étais responsable au niveau du mouvement étudiant et il était inscrit dans la charte de l'étudiant à l'époque que tout étudiant doit terminer au plus rapidement ses études et rentrer se mettre au service du pays. Alors, bon, nous étions les responsables, nous étions une bande. Il y avait les orientations que faisait le gouvernement, mais nous aussi, de façon critique, nous pensons qu'il fallait que, après la licence, nous orientons les camarades vers des secteurs où le gouvernement ne songeait pas à envoyer des gens. Par exemple, dans les secteurs comme la finance, le gouvernement ne songeait pas à envoyer des gens pour faire des formations dans le transport, dans ceci, cela. Alors, bon, dans notre groupe, on disait, bon, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, après la licence. Bon, moi, je devais terminer assez rapidement, trouver rapidement quelque chose pour rentrer au pays. D'autant plus que l'année de mon bac, c'est l'année de mon engagement au PAI. Et dès les vacances 1969, et puis en 1971, surtout quand nous avons été expulsés de l'université d'Abidjan, donc le premier responsable et fondateur... Pour quelle raison? Oh, parce que nous avons manifesté, il y a eu l'agression de la Guinée par les coalitions de Portugais et autres. Et bon, donc c'est l'ensemble de l'université, on a manifesté et au fond a décidé de renvoyer tout le monde chez lui, quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion ainsi de travailler avec le premier responsable de mon parti, qui se trouvait être et qui a été le seul président d'honneur de l'UGF. Donc, quand on revenait en vacances, donc on se voyait. Et donc, il y avait nécessité que rapidement on rentre. Puis bon, mes camarades, il fallait qu'on me trouve quelque chose à faire. Il y en a qui me proposaient d'aller faire les affaires, la banque, la justice, les barreaux, autres. Bon, moi, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je trouvais que ça allait être lost parce que ça devait me prendre encore 2 ou 3 ans. Oui, le marché de l'emploi était ouvert en cette période-là. Ah non, à ce moment. Oui, mais pourquoi vous avez choisi uniquement les assurances en son temps? Il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce secteur-là à l'époque. Oh oui, bon, parce que je voulais aller quelque part faire une formation, une spécialisation assez rapide, comme ça, comme une année universitaire comme ça, et rentrer. Et puis alors, on nous envoie puisque nous n'avions pas d'ambassade à Dakar,
on envoie toutes les correspondances du gouvernement, du ministère arrivaient à la direction de l'ASV, dont j'étais le président. Alors donc on envoie j'ai dit bon, allez afficher tout ça là, et puis pour que les camarades en prennent connaissance. Et ils vont afficher, et puis ils reviennent me dire, mais tiens, on a trouvé quelque chose pour toi. On parle d'un institut d'assurance qui va s'ouvrir, ça ne fait qu'une année universitaire d'études, et puis bon, ben voilà. Et puis il n'y a pas de concours, il n'y a rien d'examen à passer pour rentrer, ben voilà, on dit admission sur titre. Ben, j'ai dit, bon, ben, si vous croyez que c'est ce que je dois faire, bon. Il dit, non, non, on sait que tu peux le faire très bien. Bon, donc, ils font la demande, mais nous rentrons en vacances, on nous dit, ah, la Haute-Volta n'a qu'un seul poste, vous êtes plusieurs à en faire la demande, donc vous êtes obligés de prendre part au concours international, d'être classé parmi les 24 premiers dans ce concours international et d'être le premier des Burkinabés classé dans le concours, parmi les 24 premiers au concours international. Alors je rigole, j'ai dit à mes amis, bah, écoutez, vous savez, moi je ne vais pas étudier pendant les vacances, je vais au village, j'ai des activités de vacances. Alors ils me disent, non, 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 attends, c'est quoi on va faire? On t'amène, on te dépose là à la direction des impôts face à l'hôtel Indépendance, tu rentres, la composition devait durer 5 heures, tu composes. Si ça va, tu composes. Si ça ne va pas, tu sors, tu viens. Hein. Bon, puis on s'en va. Bon, c'est comme ça que j'ai composé. Et j'étais dans mes activités de vacances lorsqu'on m'a convoqué pour aller à l'Institut international de Yaoundé pour faire cette spécialisation. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé être le premier cadre d'assurance du Burkina. L'histoire retiendra que vous avez dirigé par exemple la SONAR et vous avez même eu à développer de grands projets. Donc comment s'est fait la transition pour que vous soyez véritablement un vrai syndicaliste? Parce qu'on sait que vous avez été donc au niveau de la Confédération syndicale voltaïque. Oui, donc j'ai pas dirigé la SONAR, j'étais pas directeur, j'ai jamais été directeur. Oui, mais malgré j'étais le technicien, le premier cadre, le premier technicien. Le premier cadre, le premier technicien en son temps, bon, on pourra dire que vous avez quand même eu une place de choix au niveau de la SONAR tout de même. Oui, on a fait de notre mieux. Oui. Le gouvernement venait de créer justement en janvier 1974 une société nationale d'assurance. Moi, je suis rentré en croyant qu'on allait m'affecter au contrôle des assurances. Mais on dit, ouais, pour le ministre Garango dit, avant de contrôler les assurances, il faut que les assurances existent. Alors, il va aller à la Société nationale d'assurance et de réassurance. C'est comme ça que, dès qu'ils arrivent, on me disait, vous prenez fonction la semaine prochaine. Moi, j'ai dit, non, non, il faut me donner 1 mois de vacances. Donc, j'ai commencé à travailler le 1er août 1974. Ben, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant même que nous ayons fini à Yaoundé, on avait déjà des offres. Hein, à l'international? Oh oui. Par exemple, la conférence internationale de contrôle des assurances qui avait créé cet institut-là me proposait d'être le secrétaire général de la conférence. Parce que celui qui en était le secrétaire général, M. Fall, Senghor se proposait de le nommer comme ministre des Finances chez lui. Alors, donc ils ont dit, puisque on t'est venu à l'Institut, ton pays ne t'a pas donné de bourse, c'est nous qui t'avons donné une subvention pour que tu puisses étudier l'année. On sait que tu es très brillant. Bon, nous retenons pour que tu sois le secrétaire général de cette conférence. Moi, je leur ai dit, bon, je ne vois pas d'inconvénient, à condition que ce que mon pays attend de moi ne soit pas en contradiction. Ah bon, on m'a dit, les grands mots tout de suite et tout ça. Donc, on a fini, je suis rentré, on m'a affecté à la SONAR, je l'ai accepté. Mais comme je l'ai dit, à l'époque, j'étais déjà engagé, très engagé avec mon premier responsable. Lorsque je lui ai parlé de ce contrat, et puis un autre qu'on me proposait à la CNUSED, il m'a dit, bon, c'est très bien, mais vraiment le parti, il faut que tu restes et qu'on fasse quelque chose. On a commencé à discuter, surtout il m'a fait part de son état de santé. Il m'a dit qu'il avait des crises de plus en plus répétées et qu'il croyait qu'il n'en avait pour très longtemps. Effectivement, moi j'ai commencé à travailler en 1974 et lui il est décédé en 1975. Vous voyez donc, en tant que militant et autres, l'engagement, c'est comme ça que je me suis retrouvé donc, peut-être pour gagner mon pain, cadre technicien à la SONAR, ne cherchant pas à occuper des postes de responsabilité ou à accepter des postes internationaux, mais devant me consacrer à ce travail militant-là. Et nous sommes, je veux préciser que je suis rentré, j'ai commencé à travailler
le 1er août 1974, la CSV a été créée en septembre, mi-septembre 1974. Alors donc très vite, vous êtes rentré là-dedans. Ça veut dire que par militantisme et par patriotisme, vous avez refusé certainement des offres salariales assez intéressantes à l'étranger pour effectivement vous engager dans votre pays. Donc dans le syndicalisme, vous avez dit la CSV, créée donc quelques temps après. À l'époque, c'était quoi les luttes majeures de la CSV, la Confédération syndicale voltaïque? Il faut dire que c'est dès 1971 que l'alerte a été donnée et qu'il fallait créer une centrale syndicale nouvelle. En 1971, Mobutu avait passé ici et puis nos militaires, vraiment, le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Tchantarboum, a essayé de créer une organisation unique de jeunesse et tout ça. Et au congrès de l'USTV de 1971, on s'est aperçu que les débats et autres étaient devenus impossibles. Et nous sentions déjà que les militaires travaillaient à créer un parti unique, à conserver le pouvoir, créer le parti unique sur les conseils de Mobutu et autres. Eyadema a déjà créé son RPT en 1971 à Lomé et tout, on voyait venir. Il fallait, pour contrer cette montée, ce bonapartisme chez les militaires, arriver à créer vraiment une organisation de lutte très sérieuse au niveau syndical. C'est comme ça qu'en marche forcée, pratiquement, la CSV a été créée en... Oui, mais au moment où vous étiez en train de créer cette centrale syndicale, donc pour éviter qu'il y ait un parti unique au Burkina Faso, il y a d'autres syndicats qui ont vu le jour et finalement, il y a eu des rivalités qui sont intervenues entre organisations syndicales. Ils n'ont même pas eu le temps de développer leur rivalité. Parce que la CSV a été créée en septembre 1974 et un an après, pratiquement, mois pour mois, les militaires décidaient de créer le mouvement national pour le renouveau, parti unique. Oui. Ça a été annoncé le 30 novembre 1975 et le lendemain, à la Bourse du Travail, c'était déjà la lutte. Donc, quelles que soient les divergences que vous les avez, le péril, il était là. Donc, il fallait le conjurer. La CSV a eu beaucoup de démêlés avec les différents régimes de la Misana au Front populaire. Oui, parce que c'est la CSV qui a incarné cette lutte contre les régimes de partis unis, contre les régimes militaires et ainsi de suite. Et à chaque régime, bon, contre l'atteinte aux libertés démocratiques, contre les tentatives, il fallait s'opposer aux tentatives de création des partis uniques. Tous les militaires, les régimes militaires qui se sont succédés au pouvoir ont tenté de le faire. Jusqu'à celui du Front populaire, il a failli réussir. C'est de justesse. Mais il ne pouvait pas, en même temps, avec le discours de la Baule et notre entrée dans les programmes d'ajustement structurel, il ne pouvait pas libéraliser économiquement et ne pas libéraliser politiquement. C'est ce qui nous a sauvés du parti unique. Sinon, le Front populaire l'avait pratiquement réussi. Mais le Front populaire, en son temps, parlait de rectification. Est-ce que dans le cadre de la rectification, puisque vous-même vous l'avez dit lors de votre entrée politique récemment, vous avez reconnu explicitement dans votre long discours qui a été qualifié de discours historico-politique, vous avez reconnu effectivement qu'au temps de la Révolution, même sous Thomas Sankara, effectivement, on avait l'intention de créer un parti unique, même si, en son temps, la classe politique n'était vraiment pas au devant de la scène. Oui, c'est pourquoi je vous dis que tous les régimes militaires, celui de la Misana, Zerbo, jusqu'à Blaise Compaoré, ils ont essayé d'installer des régimes, des partis uniques. Avec plus ou moins de chances, ça a réussi ou ça n'a pas réussi, on a pu le contrer, ou bien les événements, les évolutions politiques et économiques au niveau mondial sont venus empêcher ça. Sinon, effectivement, par exemple, pour parler de Thomas Sankara, arrivé au pouvoir le 4 août 1983, déjà en décembre 1983, il voulait créer un parti unique. C'est notre parti qui a opposé une forme de non-recevoir. Et c'est ce qu'on vous explique. C'est ce qui, pourquoi, sous le CNR, le parti et ses militants ont subi cette répression terrible. C'est tout. C'est tout. La seule explication, hein. Le reste, c'est des histoires qu'on raconte. On a toujours l'impression que vous avez une dent contre la gestion de Thomas Sankara parce que vous avez jeté, je dirais, un pavé dans la mare en déclarant, par exemple, que le sankarisme est rempli de tortionnaires. Je vous cite. Oui, ceux qui se disent sankaristes, après le CNR,
Mais c'était les CDR, c'était tous ceux-là qui poussaient. Et les assassinats qu'il y a eu sous les dénonciations mensongères et autres des gens ont été arrêtés. Il y a même certains des responsables des partis sankaristes qui, en tant que CDR, ont torturé des gens. L'opinion, je me souviens, une fois, a sorti quelqu'un avec le dos complètement brûlé en disant que c'est Norbert Tchendribo, quand il était dans son CDR, là, qui l'avait torturé. Donc là, ce n'est pas que j'ai une dent particulière contre Thomas, c'est contre tous les militaires, contre tous les régimes militaires. C'est des régimes bonapartistes. C'est là que j'ai utilisé c'est pourquoi j'ai utilisé le mot de Fidel Castro qui dit lui ne connaît pas un militaire démocrate ou révolutionnaire. Par contre, il sait que des démocrates ou des révolutionnaires peuvent être amenés à prendre les armes pour instaurer la démocratie ou faire la révolution. Et donc, à l'époque, la CSV, dans sa mission de contre-pouvoir, il y a eu quand même des bâtons, notamment, entre-temps, la création de la CGTB, qui est entre-temps venue. Non, ça c'est venu tard, ça, après, c'est sous le Front populaire, la fin du Front populaire, voilà, en 89. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que la CGTB était venue quelque peu pour noyer la CSV? Non. C'est un autre courant politique et syndical qui est né après les grèves de 1975. C'est ça qui est tout le courant et la mouvance PCRV, si je peux l'appeler ainsi. Et c'était quoi donc la divergence de vision? Attendez, après les grèves de 1975, ils ont estimé que la demande, l'exigence de retour à une vie constitutionnelle normale relevait de la collaboration de classe. Et que pour eux, il fallait que les gens continuent la lutte syndicale jusqu'à l'insurrection, jusqu'à la révolution. Bref, c'est là qu'ils ont élaboré une théorie comme quoi désormais, c'est le mouvement étudiant qui est l'avant-garde de la lutte du peuple. Bah, voilà toutes ces théories erronées dont l'application, vous la voyez aujourd'hui, que ce soit dans les organisations syndicales, dans le mouvement étudiant, avec cela, comme ce cas. Ils introduisent de nouvelles méthodes de lutte où les deux doivent sortir cassés, brûlés et autres, tout ça. C'est comme ça qu'ils veulent faire peut-être l'insurrection. Donc, voilà comment ce courant-là est né. Il est né, ce n'est que vraiment, il n'a pris corps. On peut dire que cette centrale est née, c'est bien après la liquidation de la CSV, de notre courant dans la CSV, puisque c'est en 1989 que le Front populaire, et ça, il y avait eu une coïncidence incroyable. Hein. Nous, à l'occasion de l'anniversaire de la CSV, le 15e anniversaire, 19 septembre, nous adressons une lettre ouverte au président du Front populaire pour lui dire que le mouvement syndical est le domaine oublié de la rectification. Comme des pushs syndicaux avaient été faits sous le CNR, il fallait qu'on reconnaisse les organisations démocratiquement élues dans les syndicats, mais qu'on ne donne pas les récépissés aux fantoches. Mais 19 septembre 89, vous voyez, c'est là aussi on dit à tentative de coup d'État des commandants Lengani, Henri Zongo et tout. On vient nous arrêter et puis tout ça, et puis bon. Et puis donne les récépissés aux fantoches. Voilà. Oui, la CGTB est née à ce moment-là. Vous ne pouvez pas dire que la CGTB est née contre la CSV. C'est pourquoi je veux clarifier d'un point de vue historique ça. Donc, du temps où moi j'ai dirigé la CSV et tout ce qui s'ensuit, et même les démêlés avec les différents régimes, la CGTB n'existait pas. Elle a existé après 1989, après que nous, on ait été légalement sortis du mouvement syndical. Oui, vous avez été légalement sorti du mouvement syndical, vous l'avez si bien dit, mais quand on vous écoute dans votre argumentaire tout à l'heure, vous avez dit clairement que vous êtes opposé à tous les régimes militaires, excepté Maurice Yamego, le Burkina Faso a toujours été dirigé donc par des militaires. Est-ce que vous étiez digne de confiance à l'époque déjà? Parce que non seulement vous avez dit en 1974, le fondateur du pays vous a fait appel parce qu'il sentait que la fin de ses jours approchait et puis une année plus tard, il est décédé. Entre le syndicalisme et l'action politique, finalement, vous étiez dans les deux camps. Est-ce que vous étiez digne de confiance à l'époque? Il n'y avait pas cette obligation-là de vous enlever du mouvement syndical afin que vous puissiez vous consacrer une autre manière de vous écarter de la lutte syndicale. Aujourd'hui, vous avez vraiment une conception très étriquée et très bizarre des choses. Chez nous, à l'époque, les choses étaient très claires, étaient très honnêtes. Oui. Le parti politique est le parti politique. Sa mission, c'est de conquérir le pouvoir.
Mais comment vous avez fait pour slalomer? Comment vous avez fait pour slalomer entre le syndicalisme et le politique? D'abord, je précise que mon parti était dans la clandestinité, ne se présentait pas aux élections et autres. Donc, il est dans la clandestinité, il n'a aucun problème avec quelqu'un. Pas avec le pouvoir d'État, en tout cas. Non. Le pouvoir, si, il avait des problèmes, il nous connaissait et nous... voilà. Mais il n'avait de problème avec personne. On est dans le syndicat organisation de masse. Il faut respecter le caractère des organisations de masse qui disent que peuvent y militer les gens sans distinction de leur opinion politique, philosophique, religieuse et autres. Si vous êtes dirigeant d'une organisation syndicale à ce moment, si vous en tenez strictement, dans le cadre du syndicat, aux objectifs et à la lutte de l'organisation syndicale, vous n'avez de problème avec personne. On ne peut pas me dire, même ceux qui militaient dans les partis comme le RDA, le PRA, ils n'avaient pas de problème avec les gens, ils allaient à leur réunion politique. Moi-même, en tant que responsable syndical, il m'arrivait d'aller tenir la réunion syndicale, après tenir la réunion d'une autre organisation de masse comme la Ligue patriotique pour le développement, faire mes conférences et tout. Et il n'y avait aucun problème. Je n'avais pas de contradiction. C'est aujourd'hui là que justement vous voulez cloisonner tout le monde là. Ici, vous êtes ceci, vous êtes cela. Okay, merci. On va évoluer. Quand on parle de cloisonner, là... Et seulement, la grande est qu'on avait inscrit dans les statuts des organisations syndicales, c'est que vous ne pouvez pas être responsable syndical et être en même temps dirigeant d'un parti politique. Alors, on va franchir le pas pour parler de Soumane, le politique. Il semble que vous avez formé des personnalités politiques comme Blaise Compaoré et Thomas Sankara, c'est vrai? Je n'aime pas cette façon de présenter les choses. Nous, j'ai un parti et puis en tant que militant de ce parti, actif partout, travaillant dans toutes les directions, ben, j'ai eu effectivement à être influencé. Vous parlez par exemple de Blaise Compaoré. Je me suis retrouvé à Yaoundé en 1974 pour faire ma spécialisation en assurance. C'est là-bas qu'on s'est connus. Ben, on est devenus très vite très amis. Comme on le dit en termes machin, on bourlinguait ensemble jusqu'au 8 février 1974. Le coup d'état du 8 février 1974. Alors je lui dis, mon type, tu as entendu ce qui s'est passé au pays? Il me dit oui. Je dis, bon, alors donc ça veut dire que si on rentre au pays, toi qui ne comprends rien à la politique là, si moi je veux parler, tu prends du galon, tu vas mettre le fusil sur la poitrine et tu vas m'interdire de parler. Ah, il rit, il me dit, ah non, quand même, on se connaît là. Il dit, ah, j'ai l'impression que l'armée est partie pour rester durablement au pouvoir chez nous. Et il va falloir que je commence à apprendre ça. Bon, on a commencé à parler politique. Et quand vous lui avez dit ça, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Mais rien, on a dit, c'est normal, on était des jeunes là. Personne n'avait. Est-ce qu'on avait affaire à cette époque-là à un homme ambitieux qui voulait la conquête du pouvoir d'État, comme vous connaissiez Blaise Compaoré à l'époque? Non. Peut-être que c'est par vos échanges que cette envie est venue après. Et en tant que militaire et tout ça, peut-être... Là, il est un mauvais militaire parce qu'il a fait le secondaire, comme ça, il a eu le bac en tant que civil avant d'aller à l'académie militaire. Mais à force de vous côtoyer, il était patriote comme tout le monde. On aimait notre pays et tout le reste, on s'intéressait à ce qui s'y passait. Mais tu ne peux pas dire que c'est depuis ce temps que ce type, il avait commencé à... Non, vraiment. Donc votre amitié avec Blaise Compaoré, on l'aura remarqué au fil des années, vous aura permis d'avoir même deux ministres, Tundoum Sessouma et Alphonse Bonou, finalement, qui vous auront quitté avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? La division entre vous et Blaise Compaoré est née de quoi? Non, attendez. Vous mélangez les... On ne mélange pas parce qu'il faut qu'on évolue dans l'émission. Je vais être précis. Ce n'est pas mon amitié avec Blaise Compaoré qui m'a donné deux ministres. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ces deux postes de ministre? À l'époque, souvenez-vous bien, on avait la crise de l'affaire Norbert Zongo. Et puis, il y a une situation, il y avait le CDP, il y avait le collectif. Et nous, on a estimé que il fallait ramener les choses dans le cadre républicain pour trouver des solutions républicaines aux problèmes. Et la proposition a été, à l'époque on parlait du gouvernement d'ouverture, gouvernement de ceci, cela. Nous avons proposé qu'il y ait un gouvernement sur la base d'un protocole pour aider à résoudre la crise. Ce protocole a été signé par 8 partis politiques à l'époque. À partir de là, il fallait accepter de rentrer dans le gouvernement, d'envoyer des gens dans le gouvernement pour aider à résoudre la crise. Et dans le même temps, tous les trimestres,
les partis signataires, les responsables des partis signataires se retrouvaient avec le Premier ministre pour faire une évaluation du travail. Alors, vous voyez, quand vous dites que c'est mon amitié avec Blaise Compaoré qui m'a donné deux postes dans le gouvernement, ce n'est pas politiquement exact. Nous, notre parti, toutes les fois qu'on est rentré dans un gouvernement, c'était pour y faire quelque chose de précis. Mais pourquoi vous n'avez jamais accepté d'être ministre de Blaise Compaoré? Mais non, j'étais tellement occupé par les tâches de mes responsabilités en tant que premier responsable du parti. Mais ça n'empêche pas empêché certains responsables des partis politiques d'être ministres. Bon, chaque parti a sa façon de faire. Oui. Moi, j'étais tellement occupé, absorbé, que... il y avait d'autres camarades qui étaient aptes à faire on les envoie. Des responsabilités en tant que responsable du PAI, ce parti, effectivement, qui a connu pas mal de problèmes avec des militants, comme il a dit tout à l'heure, comme Tundum Sessouma ou Alphonse Bonou, qui ont après claqué la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. C'est leurs ambitions, c'est vous les jeunes là. Vous trouvez que, voilà, on ne fait pas assez de promotion aux jeunes, on fait des promotions aux jeunes, ils se laissent entreprendre par Salif Diallo et décident de quitter le parti. Mais c'est que vous avancez, on se rappelle très bien quand ils ont claqué la porte du pays, ils avaient dit en son temps, c'était le positionnement sur la liste électorale qui avait posé problème. On vous a même accusé d'avoir positionné votre fils comme tête de liste dans le Kadiogo en son temps. Et ils étaient positionnés dans le Kadiogo, c'est pourquoi ils ont quitté. Ce sont des fables. Vous voyez, on ne va pas perdre. Les choses sont trop sérieuses pour qu'on perde le temps sur ça. On ne perd pas le temps, c'est important pour ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Oui. C'est eux deux. Oui. Bonou qui avait des problèmes de positionnement sur sa liste au balai là-bas avec Seri Bakari. Et Tundum avait des problèmes de positionnement sur la liste du Kénédougou avec Sanogo. C'était pas moi. Au Kadiogo, ici, c'est les gens du Kadiogo, ils ont dressé leur liste. Moi, je n'étais pas là. Quand ils ont amené la liste, j'ai vu Salif Kaboré sur la liste. C'est lui que j'ai dit, il faut l'enlever. Parce qu'il y avait les raisons internes au parti. C'est tout. J'ai dit, amenez-moi votre liste que je vois. Là, où est le problème, ce positionnement, quand ils disent pour avoir quitté le parti? C'est eux qui avaient les problèmes. C'est eux qui ont créé leurs problèmes. C'est pas moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous qualifier de dessus politique? On se rappelle bien de l'affaire de Tundum Sessouma ou Ben Gebre, Tundum Sessouma et puis Alphonse Bonou. Il y a également cette bataille judiciaire de plus de 10 ans que vous avez perdue face à Philippe Ouedraogo. Philippe Ouedraogo qui finalement, le parti allait donc faire fusion avec le PDS Medba. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce scénario, est-ce que ça vous désole là? Non. Vous savez, il est écrit dans les statuts de notre parti que les gens viennent au parti et que c'est le parti qui en fait des militants. C'est très important. Hein? Les gens viennent avec leurs ambitions, leur culture. C'est vous qui devez les former à être des militants. Des militants convaincus, conséquents et qui tiennent. Que ce soit les Philippe, les Arba Diallo, les Bonou et autres, ils sont venus. On vient librement, on s'en va librement. Ils ne sont pas représentatifs de ce qu'est le pays, ce qu'était le PAI et ce qui est devenu et ce qu'est le PTJ aujourd'hui. La preuve, vous dites cette longue bataille judiciaire. Nous l'avons menée parce que tout simplement, la démocratie interne du parti est régie par les statuts et les règlements intérieurs. Ils ont transgressé, on leur a dit non. Chez nous, ce n'est pas votre titre ou machin, ça ne nous impressionne pas. Tu respectes comme tout le monde les statuts et les règlements intérieurs. Ils disent que c'est pas, nous prenons nos responsabilités. Les gens nous reconnaissent, ils nous donnent les récépissés, mais c'est eux qui ont noué des complicités. Finalement, des gens qui sont restés hors d'un parti pendant 12 ans, qui militaient dans un autre parti, qui étaient candidats dans ce parti, Philippe a été jusqu'à être candidat à la présidentielle en 2005 au titre du PDS. Puis brusquement, voilà, Clément et puis Bougouma, les ministres, ils décident que non, eux ne reconnaissent plus ce que leurs prédécesseurs ont fait. Vous les accusez nommément? Nommément. Voilà. Et nous leur avons écrit nommément là pour leur dire qu'ils ont fait des bêtises. Ils ont retiré. Vous convoquez ces gens pour leur dire de convoquer un congrès du pays et puis vous leur donnez le récépissé. Qu'est-ce qu'ils en ont fait du PAI? Ils ont fait disparaître le sigle. En fait, tout ça, c'est une grande opération pour faire disparaître le PAI, ce parti-là, historique-là.
Mais ils n'ont pas faire disparaître que le sigle. Nous sommes là aujourd'hui, PITJ. Voilà, donc c'est une page désormais tournée. Le PITJ est là. Oui. Mais avant de revenir à ce parti, cette nouvelle formation politique qui a fait sa rentrée récemment, nous allons parler de la Constitution française de 1946 avec son rapport aujourd'hui avec l'actualité nationale. Récemment, le CGD a organisé encore le débat qui est revenu sur la table, la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Bon. Je disais que nous disons, dans les rappels historiques, que c'est avec la Constitution française de 1946, Constitution démocratique, que nos peuples sont devenus des peuples de citoyens et sont rentrés dans la politique moderne. Et nous disons que l'élite et la chefferie de l'époque a su tirer profit de cette liberté politique intégrale qui leur était accordée pour se constituer d'abord en association, l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, pour réclamer la reconstitution du territoire qu'ils ont obtenue en 1947. Mais en obtenant la reconstitution du territoire, ils n'ont pas obtenu le rapatriement, si on peut le dire ainsi, de tous nos compatriotes qui avaient été envoyés, déportés sur les autres territoires pour les travaux forcés, les grands travaux, tout ce que les chemins de fer, tous ces nos compatriotes-là, parce que nous étions la colonie la plus peuplée. On comptait 3 millions d'habitants lorsque le territoire de la Haute-Volta a été constitué. Donc aujourd'hui, nous avons un problème grave. Si eux, ils ont réussi ça, à reconstituer le territoire, mais le problème grave reste, c'est que nos compatriotes qui sont maintenant peut-être à leur 3e ou 4e génération, eux, ils sont restés au statut de sujets coloniaux, sans statut taillable et corvéable, parce qu'ils n'ont pas la nationalité, la citoyenneté dans les pays, des pays où ils résident. Ils n'ont pas le statut, la citoyenneté de leur pays d'origine, puisqu'ils ne sont même pas recensés, ils ne sont pas immatriculés. Vous avez vu dernièrement les problèmes qui se sont posés quand des descendants de ces compatriotes-là sont venus qui voulaient un certificat de nationalité ou une carte d'identité. C'est vraiment ridicule. Donc, nous avons à résoudre ce problème-là. On ne peut pas les ramener. Et selon les estimations, ils sont plus nombreux. Eux qui sont à l'extérieur, là, sont plus nombreux que nous qui sommes à l'intérieur. Le débat aujourd'hui, c'est le vote. Permettre donc à ces Burkinabés qui vivent hors du pays donc de prendre part aux différents scrutins. Les perspectives prévoient donc 2015. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement on pourra permettre à ces Burkinabés de l'étranger là de voter en 2015? Ça, c'est la démagogie du CDP. Ce n'est escamoter le problème que de poser le problème de ces millions de nos compatriotes dehors, rien qu'en termes de leur vote. Pour le 2015. Le responsable du CDP qui s'en occupe, Salifou Sawadogo, lors du débat récent dont parlait Aubin Guébré, du CGD, a dit clairement que le CDP était favorable et était prêt à mettre tout en œuvre pour qu'ils puissent voter ces Burkinabés vivant à l'étranger. Il faut d'abord commencer à recenser tous nos compatriotes qui sont à l'étranger, à leur donner toute leur citoyenneté de Burkinabé, à s'assurer que tous leurs droits sont respectés dans les pays où ils résident. Vous voyez, on a signé 2 conventions de main-d'œuvre avec la Côte d'Ivoire et le Gabon. Aucun régime n'a suivi. Ces compatriotes sont dans ces pays-là, mais dans l'insécurité la plus totale, à la faveur de la crise ivoirienne. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé. C'est qu'ils sont en danger. Hein. Ce que les gens ignorent, c'est qu'on les avait amenés pour les travaux forcés. Et puis après, même avec les indépendances, ces gens-là sont restés dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans l'agriculture, travailleurs dans la forêt et tout ce qui s'ensuit. Et une question grave, c'est que dans ces pays-là, les gens sont montés en ville faire des affaires et les terres cultivables sont entre les mains de nos compatriotes. Ce qu'on avait amené en Côte d'Ivoire, ce qu'on a amené au Mali pour travailler à l'Office du Niger, ben voilà. Quel droit ils ont aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut les garantir? Vous avez vu dernièrement en Côte d'Ivoire, avec l'histoire, on est en train de parler de ces questions foncières-là. Qu'est-ce qui va être fait pour préserver les droits de nos compatriotes? Ce qu'ils ont acquis là-bas, c'est le colonisateur qui les avait amenés de force. On a même créé des villages avec des noms burkinabés, Tenkodougou, Koudougou, machin, et tout ça. Oui, ça c'est l'histoire. Mais est-ce que vous aujourd'hui... C'est pas l'histoire, c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. La réalité d'aujourd'hui, vous êtes pour ou contre
le fait qu'on puisse permettre à ces Burkinabés vivant à l'étranger de voter? Moi, je veux qu'on leur reconnaisse et qu'on travaille à assurer leur citoyenneté complète et entière. Donc le vote là, c'est secondaire. Parce que si vous arrêtez sur la question du vote, nous connaissons nos amis du CDP, à travers les consulats, les ambassades, ils vont recenser des gens. Mais ça n'a pas résolu le problème des 17 millions de gens qui sont... de leur citoyenneté. Donc on va évoluer effectivement pour parler maintenant de l'actualité de votre parti politique, le PIPJ. Et sa rentrée politique récente, il y a eu des prises de position. Ça fait longtemps que Soumane Touré n'a pas été entendu sur cette question du Sénat. Et alors, à cette rentrée politique, vous êtes sorti, vous avez donné votre position, vous demandez purement et simplement que le Sénat soit mis en place. Et immédiatement, le plus rapidement possible. Et au nom de la Constitution, vous dites? Oui. Mais en face, on dit que ce n'est pas opportun, le Sénat. Tout ça sont des débats dépassés. Dans la Constitution, le Sénat est inscrit ou pas? Il est inscrit. Tout à fait. Comme nous le dit, nous n'étions même pas là où on discutait pour dire que c'est décidé consensuellement. On n'était pas là à l'Assemblée quand ça a été voté et introduit dans la Constitution. Brusquement, on le met dans la Constitution et tout le monde commence à faire des gorges chaudes. Il faut suspendre, il ne faut pas mettre. Non. Il faut être... Quand vous êtes un républicain, un démocrate, respectueux de la Constitution, ce qui existe là, il faut le respecter. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, surtout, qui fait que la mise en place du Sénat devient une urgence, c'est non seulement d'avoir introduit le Sénat, mais d'avoir précisé que désormais, en cas d'empêchement du président du FASO, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim. Ça fait du Sénat une pièce essentielle aujourd'hui dans notre dispositif institutionnel. Ça n'a jamais existé. Tu ne peux pas trouver un ancien président du Sénat. Hein? Non, non. Donc, il faut le mettre en place. Parce que c'est à ce niveau-là que se trouve un des mécanismes de dévolution du pouvoir de façon démocratique. Pour illustrer et pourquoi nous disons qu'il est urgent de le faire, nous allons voir les deux cas à côté. Vous avez le cas du Niger, ce qui s'est passé au Niger. Ça veut dire que s'il prend à l'idée, Blaise Compaoré et à son CDP, de vouloir modifier l'article 37, on peut imaginer que Blaise se mette à suspendre, à dissoudre l'Assemblée, le Conseil constitutionnel et tout ça. Vous voyez, hein? Mais tel que c'est écrit dans la Constitution, il ne peut pas dissoudre le Sénat. Aujourd'hui, tel que c'est mis dans notre Constitution, c'est un garde-fou. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu un coup d'État militaire. Qu'est-ce qui a fait que l'armée n'a pas pu conserver, garder le pouvoir? Parce qu'on a dit dans la Constitution, le président, vous l'avez enlevé. S'il n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et on a mis Dionkunda. Et on a pu s'appuyer sur ça pour revenir rapidement à la vie constitutionnelle. Alors vous prévoyez désormais dans votre Constitution un dispositif comme ça, et vous ne le mettez pas en œuvre. Puis il y a des gens qui trouvent qu'on doit même supprimer. Ce n'est pas qui veut, qui ne veut pas. C'est devenu un des dispositifs essentiels. Oui, votre inquiétude aujourd'hui, c'est le vide institutionnel, c'est bien cela. Ce n'est pas mon inquiétude à moi, ça doit être l'inquiétude de l'ensemble des démocrates, des républicains, des patriotes voltaïques. Quand vous défendez ainsi la mise en place du Sénat, est-ce que vous pensez à ces milliers de personnes qui étaient dans les rues à Ouagadougou et à l'intérieur du pays pour dire on ne veut pas du Sénat au Burkina Faso? Est-ce que vous pensez à ces personnes-là aussi? Est-ce que vous savez, vous pensez, vous êtes réfléchi là, au moment où on devait adopter cette constitution en 1991 là, qu'il y a des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes qui n'ont même pas voté pour cette constitution. Mais pourtant, elle a été adoptée. L'actualité a évolué. De 1991 à 2013, les choses ont beaucoup évolué. Voyez, le Burkinabé de 1991 n'est pas celui de 2013 tout de même. C'est pourquoi Blaise Compaoré leur rappelle là que la rue n'a jamais modifié une loi. Ça s'est passé à l'étranger, dans d'autres pays, on l'a vu. Oui, une fois que la chose a été adoptée, et que ça est là. Vous voyez, je dis que tous ceux qui sont en train de demander la suppression ou quoi du Sénat, ils sont pareils à ceux qui demandent la suppression de l'article 37.
Ils sont tous en train de demander à Blaise de manipuler la Constitution là pour leur faire plaisir, pour des raisons différentes. Donc mais ils sont tous dans des positions anti-républicaines et anti-constitutionnelles. Donc vous trouvez dans leur position un paradoxe, c'est-à-dire oui. On demande de protéger l'article 37. L'opposition qui est sortie là, elle sort à la fois avec 2 points. Premièrement, il faut supprimer le Sénat. Deuxièmement, il ne faut pas toucher à l'article 37. En même temps, donc, ils demandent à Blaise de modifier la Constitution pour leur faire plaisir, enlever le Sénat. Ils ne veulent pas qu'ils touchent à la Constitution pour ne pas toucher à l'article 37. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens disent, depuis votre sortie médiatique, votre entrée politique, si Soumane Touré défend autant le Sénat, c'est parce qu'il est pressenti pour être sénateur. Est-ce que vous le confirmez? Et qui a pressenti pour être sénateur? Qui l'a pressenti pour être sénateur? Peut-être que le président, vous serez parmi peut-être sur la liste du président. Vous pourrez figurer éventuellement sur la liste du président. Si je le suis, je ne suis pas en dessous de la charge d'un sénateur. Ah, donc vous allez accepter d'être sénateur? Je vais accepter. Je ne suis pas en dessous de la charge, je ne suis pas incapable de faire un travail de sénateur. Donc vous donnerez raison à tous ceux qui pensent aujourd'hui que le Sénat... Voilà, c'est ça. Donc moi je dis que ceux qui sont contre le Sénat, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être dedans. Voilà. Non, mais il y avait des postes donc c'est pour qui dire, étaient quand réservés, on élève le débat, oui. quand le débat devient sérieux dans un pays, il faut qu'on soit à la hauteur. Cette classe politique-là dormait. À l'occasion de la campagne, là, des élections couplées, là, vous les avez entendus, la campagne là? Moi, je vais faire ceci, je vais faire. Ils étaient dans une campagne présidentielle. Ils n'avaient même pas conscience des problèmes qui allaient se poser au lendemain du scrutin du 2 décembre. C'est ça, là, les problèmes qui allaient se poser. Il y a crise partout autour de nous. Il reste chez nous là. Moi, j'ai l'impression que ces deux camps-là se précipitent chacun pour ouvrir la crise. Quand vous demandez à Blaise de modifier l'article 37, les CDP et puis les autres, ils veulent ouvrir la crise. Quand ceux-là disent ne mettez pas le Sénat en place, ils veulent ouvrir la crise. Faisons très attention. Moi, je suis nous sommes des républicains, des démocrates et des respectueux de la Constitution. Mettre le Sénat en place, à votre avis, ça n'ouvre pas la crise? Non, pas du tout. C'est un mécanisme précisément de gestion de la crise si elle venait à éclater. Attendez, vous voyez, on est dans un pays. Ah ben, tout le monde voit, quand il voit passer Blaise à la télé, il me dit « Ah, mais Soumane, ton ami là, ça va pas, on a vu sa figure là, il n'est pas bien. » Supposez qu'un matin, Blaise ne puisse pas se lever, qu'ils disent que vraiment, il faut qu'on trouve quelqu'un là pour assumer son affaire, sa charge de président. L'intérimaire, là, c'est le président du Sénat. S'il n'est pas là, c'est qui va faire l'intérimaire? Ne pas mettre le Sénat en place là, tout de suite là. Parce que dès que l'Assemblée a introduit ça dans la Constitution, au cours d'une rencontre que Luc Adolphe Thiaw, Premier ministre, a convoqué de toute la classe politique, nous avons pris la parole devant tout le monde pour dire Monsieur le Premier ministre, nous vous avons dit que vous avez prolongé le mandat des députés là pour les payer à ne rien faire. Nous rectifions, vous les avez payés. Regardez la bêtise qu'ils ont faite. Ils ont pris, désormais ils disent que c'est le président du Sénat, une institution qui n'a jamais existé dans ce pays. C'est le boulevard ouvert pour les putschistes. Maintenant, il ne nous reste qu'à prier, mot pour mot, pour qu'il n'arrive rien à Blaise Compaoré. Oui, mais quand on demande... Attendez, non, calmez-vous, attendez. Donc c'était qu'on voyait qu'il y avait un vide institutionnel dont certains auraient pu profiter. Moi, je serais putschiste, je ferais un putsch tout de suite. La CEDEAO, personne ne peut... Par où vous revenez à l'ordre constitutionnel? Nous avons répété la chose. Lorsque nous avons écrit au président du Conseil constitutionnel pour lui dire que la prolongation du mandat et puis cette affaire qu'ils ont faite n'est pas bonne, nous avons tenu Blaise Compaoré en président de façon ampliataire de cette correspondance et nous l'avons envoyé à Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, président de la CEDEAO. Il y a un mécanisme de prévention des conflits à leur niveau là-bas pour dire voilà une situation explosive. Et on avait conclu en disant, comme le dit un ancien combattant, en cas ne sait jamais, la CEDEAO ne saurait pas à quel ordre constitutionnel s'accrocher. Les opposants au Sénat disent simplement... Attendez, ceux qui empêchent, qui ne veulent même pas la mise en place du Sénat, veulent laisser la voie ouverte, éventuellement à des putschistes. Vous connaissez les intentions des uns et des autres? Comme les autres qui veulent que Blaise Compaoré modifie l'article 37,
eux aussi, ils veulent faire un putsch constitutionnel pour que Blaise continue. C'est pourquoi nous expliquons que ces gens-là même ont une attitude absurde. Ils ont mis l'amnistie pour Blaise, pour qu'il soit un ancien président tranquille et non inquiété. Mais en même temps, ils veulent modifier l'article 37 pour qu'il continue. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent. Alors, dans tout ça, là, si on laissait la Constitution telle qu'elle et on l'appliquait strictement, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune inquiétude. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, cela peut causer problème? La loi portant mise en place du Sénat a été votée à l'Assemblée nationale, oui. Qu'on reparte encore avec cette même majorité du CDP pour dire, dans l'urgence, on dit aujourd'hui ce n'est pas opportun, au vu de la situation actuelle du pays, qu'on prenne des sénateurs. Vous l'avez dit, vous êtes prêt à être sénateur aujourd'hui. On va dire, voilà, ce sont des gens qui ont existé de par le passé sur la scène politique, qu'on veut récompenser politiquement donc avec des postes. À quoi bon aujourd'hui avoir un Sénat quand on sait que ce sera peut-être une Assemblée nationale bis? Vous avez vu par exemple au niveau des élections sénatoriales, le CDP a emporté pratiquement la majorité. Quand on prend également les personnes que le président du Faso doit nommer, il y a cette loyauté qu'ils ont à l'endroit du président. Donc par conséquent, ça ne va pas changer quelque chose de profond dans le débat politique au Burkina. Nommer là, vous êtes accroché à ça. C'est écrit dans la Constitution que c'est le président du Faso qui nomme à toutes les hautes fonctions. C'est fort de ça. Le Sénat existait au Sénégal. Ouad a nommé ces gens. Macky Sall est venu. Vous voyez ce que nous disons qui est important. Suivez bien. Macky Sall a pris une décision politique, mais il a donné une explication économique à laquelle s'est accroché nos gens ici. Ce n'est pas vrai, ça? Ce n'est pas vrai. Économiquement, ça ne tient pas. C'est pas ça. Pas il a dit qu'il va utiliser l'argent du Sénat là pour parer aux inondations dans la ville de Dakar. Ça, c'est le Sénégal. Mais attendez, ça continue. Oui. Je vais vous dire pourquoi Macky Sall a fait ça. Oui. Macky Sall, en arrivant... On n'a pas trop de temps. En arrivant au pouvoir, avait une nouvelle majorité, mais pour gouverner, il voyait que le Sénat allait être un obstacle pour lui. Parce que ce sont les hommes que Ouad a nommés. Dans la Constitution, le Sénégal, c'est la même que la nôtre. Hein. Il ne peut pas dissoudre le Sénat. Il ne pouvait que supprimer le Sénat pour supprimer cet obstacle-là. Et c'est pourquoi il a, avec sa majorité... Politique. Oui, c'est politique. Okay. L'explication qu'il a donnée qui n'est pas bonne, il aurait dû avoir le courage de donner l'explication politique. Vous voyez, quand il est venu à Ouagadougou, les gens l'ont interrogé. Il a dit non, ils ont mis une commission pour penser à toutes ces réformes. Chaque pays a sa façon de faire. Bon, nous retenons, ce n'est pas nous qui avons mis ça dans la Constitution. Hein. Le subjectivisme, il faut mettre de côté. Quand la République est en danger, sur la base de la loi fondamentale, il faut y aller et il faut l'appliquer. C'est la seule façon. Sinon, vous ne savez pas ce qui c'est. Les intentions des uns et des autres. Donc, le garde-fou, là, qu'on a mis dans la Constitution, ça va être la seule structure que personne ne peut dissoudre. Et c'est le président de cette structure-là, en cas de cas, voilà, qui va faire l'intérim. Pour qu'on reparte. On va évoluer. Soumane Touré légalise, respect de la Constitution, mais la question de la loi sur le statut de l'opposition, vous êtes des non-alignés, vous refusez de vous affilier au chef de file de l'opposition. On n'a pas compris véritablement. Nous avons commencé par refuser une loi anticonstitutionnelle. Rappelez-vous, prenez notre déclaration de samedi, nous disons que la Constitution putschiste bonapartiste de 1958 là, a cette particularité, toutes les libertés sont garanties dedans. Mais c'est quand maintenant on commence à faire des lois ou à prendre des décrets pour leur jouissance qu'on restreint, qu'on l'évite. La Constitution dit que les partis se constituent librement et mènent librement leur activité. C'est ça? Ils sont égaux. Est-ce qu'on peut faire une loi qui restreint cette liberté, qui crée une inégalité au niveau des partis, qui oblige des partis à aller se déclarer à un autre parti? Non. C'est anticonstitutionnel. Pas se déclarer à un parti, c'est se déclarer à une institution. Non, ce n'est pas une institution. C'est anticonstitutionnel. On veut qu'on nous laisse notre liberté politique intégrale. Les refondateurs, c'est bien cela? Non. Il ne faut pas mélanger les affaires comme ça. Voilà. Moi, je vous dis, hein, ce n'est pas les refondateurs, c'est nous, petits PITJ. Nous avons écrit en 2009 une lettre ouverte au président de l'Assemblée. Tous ces opposants là y étaient. Ensemble, ils ont adopté cette loi. Ils nous ont dit que c'est une loi anticonstitutionnelle. Ce n'est pas la tête de X ou Y qui est c'est pas la tête de X ou Y qui préside cette institution là, comme vous le dites là, qui nous dérange. Hein.
Mais non, lui, il est libéral, moi, je suis marxiste-léniniste. J'ai rien à dire, il ne peut pas parler à mon nom, il ne peut pas me représenter. Mais c'est dans le principe constitutionnel que tu ne peux pas faire une loi qui vienne en contradiction avec la Constitution. Est-ce que vous savez que dans ce pays-là, vous pouvez créer des partis, des associations, fonctionner et mener librement vos actes sans même les déclarer au ministère de l'administration territoriale? Le ministère a commencé à assainir les fichiers. Non, attendez. Oui. C'est maintenant, c'est si vous voulez vous légaliser que lorsqu'on va convoquer pour quoi que ce soit les associations ou les partis, on dit légalement constitués et en règle de leur propre statut. Qu'à ce moment, vous venez en ligne de compte. Mais en entendant, puisque la loi existe, oui, il faut la respecter. Non, je ne respecte pas une loi anticonstitutionnelle. Je ne me soumets pas à ça. Je veux mes droits constitutionnels en entier. Souman Touré, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Il reste 3 ou 4 minutes avant de terminer avec vous. On va parler à présent de l'opposition politique, vu son organisation, même si vous ne vous reconnaissez pas. Apparemment, on a deux fronts de nos jours, l'opposition avec Zéphirin et puis l'opposition avec Herman, les refondateurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec une opposition aussi divisée, on peut créer l'alternative ou l'alternance en 2015? Les Sénégalais vous ont donné l'exemple. On parle du Burkina. Mais les Burkinabés aussi, on a donné l'exemple qu'on pouvait aller à ça en 2002. À l'Assemblée, les partis autres que le CDP, les machins, avaient fait jeu égal. On était à égalité pratiquement. L'opposition peut faire échec au CDP en 2015, vous y croyez? Non, pas si elle continue de se conduire de la sorte. Non. C'est pourquoi nous avons proposé la création d'un front républicain. Avec des syndicalistes? Avec toutes les organes, tout le monde. Mais au vu de ce qui s'est passé entre Tolé Sanyang et puis Zéphirin Diabré tout récemment, est-ce que vous pensez que c'est possible ce front républicain? Oui, parce que c'est Zéphirin qui est un politicien au nerf fragile. Il devait comprendre que Tolé Sanyang, le syndicaliste, lorsqu'on annonce quelque chose, pour lui, c'est de l'argent que le gouvernement sort pour faire ça. Alors moi, syndicaliste, si vous avez l'argent pour faire ceci, moi, syndicaliste, me voici avec mes revendications qui durent depuis. Voilà. Et vous pensez aujourd'hui Et il a raison de dire que lui, son problème, ce n'est pas d'être remplacé un libéral par un autre libéral à la tête de l'État. Lui, il est anticapitaliste, on l'exploite là, il représente ce qu'on exploite là. Lui, ce n'est pas son problème qui est devant. Quel que soit le patron, pour lui, il est exploité. Voilà, c'est différent qu'il y ait un politicien au nerf fragile, sinon c'est normal ça. Est-ce que Souman Touré sera candidat en 2015 à la présidentielle? Mon parti, en tout cas, aura un candidat et sera dans la campagne de 2015. Et c'est pourquoi nous voulons qu'on arrête toutes ces choses-là pour qu'on arrive à des élections sérieuses. Vous n'avez même pas un élu national et puis vous voulez conquérir le pouvoir d'État pour la présidentielle. Oh, c'est là que vous dites qu'il y a des évolutions. Vous savez, le peuple, là, il nous observe tous. Hein. Il sait qui et qui fait quoi. Rien ne vous dit que le candidat à la présidentielle du PITJ, rien ne vous dit que le peuple ne va pas se reconnaître en lui et voter pour lui. Parce que vous allez tenir un langage de vérité au peuple? Absolument. Nous, on n'a jamais menti. Depuis 1963 que nous sommes sur la place publique, la scène publique, on ne nous a jamais pris à défaut de mensonge. On peut se tromper peut-être et tout, mais on n'a jamais menti délibérément. Et on ne cherche à duper personne. Ça ne rapporte rien, ce n'est pas ça notre objectif. Vos adversaires sont prévenus. Et c'est pourquoi nous disons que le PAI ne ressemble à aucun parti et aucun parti ne ressemble au PAI. Nous sommes en fin d'émission. Une dernière question. C'est cette bagarre aujourd'hui au sein de l'opposition sur cette question de prise en charge des délégués dans les bureaux de vote lors des élections, des récentes élections couplées. Quel est votre avis sur cette question-là? Cette prise en charge qui divise. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ça c'est fait à dessein, ce statut de chef de file de l'opposition pour diviser les politiques. Et ici, il faut d'abord commencer par souligner la grave faute du ministre de l'administration territoriale. Si pour le financement à l'élection, il a pu établir la répartition du fonds, que ce soit aux législatives, que ce soit aux municipales, aux conseillers prêts, aux candidats prêts à la conseiller et à la députation, c'est lui qui a donc ce fichier-là. Pourquoi il va remettre l'argent des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote
au chef de file de l'opposition à répartir. C'est une faute. Moi, je n'ai pas à me présenter chez un autre parti pour prendre ma part de financement. C'est lui le ministre. Et on a été chercher les chèques chez lui. Donc, vous voyez, c'est la faute de l'administration, d'abord. Maintenant, comment ils ont géré? On dit que M. Sankara a mis l'argent dans son compte. Tout le monde connaît, lui, il est habitué à ça. Dès qu'il y a un problème, qu'il soit celui des travers, quelque part, il est litigé, il met dans son compte d'abord. Et puis on verra après. Ce sont des accusations graves. Peut-être Non, ce n'est pas des accusations. C'est eux qui l'ont dit. Moi, je ne fais que répéter. Il a mis l'argent dans son compte. Et vous voyez, ce qui est surtout encore la faute de l'administration. Et avec ce statut du chef de file de l'opposition, c'est de donner tout le financement pour le fonctionnement des partis politiques, rien qu'à 4 partis politiques, en disant ceux qui ont eu 3%. Mais alors, dans ce cas, pourquoi le ministre de l'administration territoriale suspend des partis qui ne seraient pas à jour de leur statut parce qu'ils n'ont pas fonctionné normalement? Tu ne leur as pas donné les moyens. Il y a eu un fonds pour fonctionner. Tu ne leur as rien donné. Ce n'est pas normal donc qu'ils suspendent des partis parce qu'ils n'ont pas fonctionné. Vous voyez ces détournements-là? Vous voyez, donc le statut du chef de... La loi portant statut du chef de file de l'opposition est contraire à ce que dit la Constitution et c'est annulé, c'est abrogé. Merci à vous, Soumane Touré, d'être passé sur ce plateau de la surface de vérité. Merci, c'est nous qui vous Ismaël. remercions. En tout cas, ça a été un énorme plaisir, même s'il y avait beaucoup d'autres questions à aborder avec vous. J'espère qu'une autre fois, vous allez accepter de venir sur le même plateau pour échanger sur des sujets d'intérêt national surtout. Ben, ça ne tient qu'à vous. Voilà. C'est la fin pour ce jour. Voilà, tout à fait. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Surface de vérité. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.